Alors nous accueillons maintenant Monsieur Alain Pilette. Monsieur Pilette est directeur adjoint à la Direction générale justice et affaires intérieures au Conseil de l'Union européenne, directeur aussi de e-justice, si je ne me trompe pas, portail européen de la justice auquel participent 27 États membres ainsi que la Commission européenne. Alors Monsieur Pilette nous entretiendra notamment des chantiers lancés en matière de numérisation des procédures de signature électronique, également de la plateforme e-justice, des instruments informatiques de transmission et de cryptage des saisies numériques, ainsi que du projet e-evidence, projet du Conseil et du Parlement européen, si je ne me trompe pas. Donc je vous cède la parole, Monsieur Pilette. Merci beaucoup, monsieur. Et le caractère international de toutes ces affaires est évidemment la question de la qualité de la justice par laquelle les propos sur laquelle ont porté les premiers propos et les propos conclusifs de Maître Ferrall-Schul. Donc au niveau européen, bien entendu, toutes ces questions doivent être abordées. La valeur ajoutée de l'Union européenne doit intervenir dans la coordination des différents États membres autour de ces problématiques afin d'y faire face. Il en résulte un florilège de propositions législatives et des grosses difficultés de coordination entre ces différents instruments législatifs au sein de l'Union européenne. Alors, je voudrais aborder certains de ces instruments aujourd'hui avec vous, en essayant de ne pas être trop confus, en évitant de vous noyer par la multiplication de ces exemples, de ces instruments. Donc le premier instrument dont je voudrais parler, c'est la proposition de règlement sur les preuves électroniques, ainsi que la directive, et les instruments informatiques qui seront liés à ce règlement une fois qu'il sera entré en vigueur. Le complément à l'international, c'est le second protocole de la Convention de Budapest, Convention du Conseil de l'Europe, mais qui déborde le Conseil de l'Europe par le nombre d'États adhérents. Le Digital Service Act et le Digital Markets Act qui complètent également le paysage. La question de la conservation des données, la question de la saisie des données. Alors, si on a le temps, je pourrais aborder un peu les questions de cybersécurité sur lesquelles l'Europe est évidemment très, très active et les initiatives législatives en la matière. Qui dit numérisation dit également identité numérique. Identité numérique liée également aussi aux standards de sécurité numérique et aux possibilités pour les acteurs de la justice, dont les avocats, les magistrats, les experts, de se connecter au système de numérisation de la justice. Et donc ce sera l'occasion aussi pour moi plus tard dans la journée de parler du projet de règlement de numérisation des procédures judiciaires. Donc je voudrais peut-être commencer sur une problématique générale qui est l'existence de plusieurs modèles d'application lorsque l'on parle de problématiques transfrontalières. Donc on a des modèles décentralisés basés sur le pays d'origine. Donc dans ces cas-là, c'est le régulateur, c'est l'État membre où la plateforme numérique est légalement établie. On a un second modèle qui est le modèle décentralisé basé sur le pays de destination. Donc ce sont les autorités de tous les États membres où la plateforme fournit des services qui peuvent réguler la plateforme. Et on a des modèles centralisés où c'est un organe de l'Union, la Commission européenne ou une autre autorité indépendante qui régule la plateforme pour l'ensemble de l'UE. On a les trois modèles. Et on a parfois des difficultés à articuler les différents instruments législatifs lorsqu'il n'y a pas de cohérence entre les différents modèles ou lorsqu'on a des mixtes de modèles au sein d'un même instrument, ce qui est le cas, par exemple, du Digital Services Act. Alors peut-être commencer par le dossier le plus contentieux, le plus difficile,
au sein du Conseil et du Parlement européen, qui est le règlement preuve électronique, règlement qu'on appelle e-evidence, qui était proposé en 2018 sur une demande insistante du Conseil et du Conseil européen, vu l'urgence de pouvoir saisir les éléments de preuve électroniques sur Internet, puisqu'il y a de plus en plus d'affaires dont les éléments de fait, les éléments de preuve se trouvent sur des supports électroniques. Maître Ferrall-Schul a commencé son exposé sur cette problématique. Jusqu'à présent, on utilise les procédures d'assistance mutuelle pour pouvoir saisir dans un État tiers au sein de l'Union européenne les éléments de preuve sur des plateformes électroniques, ce qui est très lent, ce qui n'est pas efficace. Et donc la Commission a fait une proposition législative en 2018 sur cette question-là. Ça a été très rapidement négocié au Conseil, vu l'urgence. Donc le Conseil s'est très rapidement mis d'accord sur la proposition. Le Parlement européen, par contre, a été très lent. Et les négociations avec le Parlement européen ont donc commencé assez tardivement. Alors, le système, brièvement, il passe d'abord par la validation de la décision d'une demande une injonction de production ou de conservation de preuves électroniques par un État membre, donc par la validation, par la décision, par l'autorité judiciaire, de l'État membre en question. Et il est adressé directement à la plateforme, aux prestataires de services informatiques, qui a l'obligation, par le biais de la directive qui est proposée parallèlement au règlement, de nommer un représentant et un seul représentant dans un seul État membre au sein de l'Union européenne, et c'est auprès de ce représentant que l'injonction est adressée. Bon, il y a eu quelques discussions difficiles quand même au sein du Conseil, parce que ceci repose, comme vous le comprenez, sur la confiance mutuelle. La France adresserait à l'Espagne une demande de production de preuves électroniques si la plateforme est basée en Espagne. Un très bon exemple, on va plutôt dire en l'Irlande, puisque la plupart des plateformes style Facebook, etc., sont basées en Irlande pour des raisons fiscales bien connues, donc adresserait en Irlande une demande de production de preuves électroniques à propos d'un citoyen qui résiderait éventuellement en Espagne. Ça repose sur la confiance mutuelle entre la France, l'Irlande et l'Espagne, puisqu'il y a une notification directe aux prestataires de services. La confiance mutuelle, elle existe peu ou prou entre les États membres. Il y a certains États membres qui ont plus ou moins confiance dans les actions menées par les autorités judiciaires de l'État en question. C'est la raison pour laquelle certains États membres ont demandé que l'État du prestataire de service soit au moins informé d'une demande émanant d'un autre État, lorsque cette demande concerne une personne qui ne se trouve pas dans l'état d'émission. Donc s'il s'agit pour les autorités judiciaires françaises de demander l'obtention de preuves à Facebook Irlande pour un citoyen utilisant Facebook et qui réside en France, il n'y aurait pas de demande de notification aux fins d'information du pays du prestataire. Par contre, si le citoyen réside dans un autre État, puisque la confiance mutuelle n'est pas complète entre tous les États membres, il faudrait au moins l'en informer. Le Parlement européen, lui, veut aller beaucoup plus loin et exige que l'État du prestataire de services soit systématiquement notifié de toutes les demandes et la possibilité d'évaluer ces injonctions et donc de s'y opposer. Ce qui reviendrait à bloquer le système, puisqu'on en reviendrait alors aux procédures d'entraide judiciaire. Et étant donné qu'il y a un effet entonnoir avec l'Irlande serait débordée de demandes
à évaluer avant de pouvoir les exécuter. Et donc la proposition ne serait absolument pas efficace. Les négociations sont difficiles entre le Conseil et le Parlement à ce propos. Alors, parallèlement à cette proposition de règlement, nous avons le second protocole additionnel à la Convention de Budapest. Donc la Convention de Budapest est une convention de 2001 sur les cybercrimes qui a été signée par 66 États, donc ça va bien au-delà du Conseil de l'Europe. Les États membres, tous les États membres de l'Union européenne sont partis à cette convention. Il s'agit d'une compétence européenne, donc c'est négocié au sein de l'Union européenne. Le Conseil vient d'adopter une décision d'autorisation des États membres à signer la Convention. Ensuite, il y a une deuxième décision qui doit être adoptée, qui est une décision autorisant les États membres à ratifier le protocole additionnel à la Convention de Budapest, ce qui est un petit peu plus délicat. Ça se passe en codécision, donc entre le Conseil et le Parlement. Il faut un accord entre les deux institutions. On est dans un paysage où la confiance mutuelle, là, c'est pas qu'il y ait quelques difficultés, elle est parfois inexistante entre certains États, puisque il y a 66 États à la Convention de Budapest, dont notamment la Russie et d'autres pays très démocratiques. Donc, il est fort probable que la ratification traîne un bon moment. Alors, dans le cadre de cette convention internationale, là, évidemment, puisque la confiance mutuelle existe beaucoup moins, la position qu'a prise l'Union européenne, c'est une notification systématique des demandes de production de preuves. Sachant que la convention de Budapest, enfin le protocole additionnel, a un champ beaucoup plus limité que le règlement e-evidence au sein de l'Union européenne, puisque le règlement e-evidence, c'est sur les données d'enregistrement, mais également de trafic et également les données. Les données peuvent être saisies, alors que en ce qui concerne la Convention de Budapest, c'est essentiellement sur les données d'enregistrement et pas sur les... sur des informations sur l'enregistrement, mais pas sur le contenu même des données qui figurent sur les plateformes. Alors, parallèlement à ces projets, je voudrais vous parler du règlement sur les marchés numériques et sur les services numériques. Bon, sur les marchés numériques, c'est sur la régulation des grandes plateformes, donc peut-être je vais sauter cet aspect-là. Mais par contre, sur le Digital Services Act, donc règlement sur les services numériques, ça vient compléter, je crois, les propos d'aujourd'hui. Donc, il s'agit de discipliner les plateformes informatiques afin de limiter les contenus illicites en ligne. Donc, le principe, c'est que ce qui est illégal hors ligne doit également être illégal en ligne. Donc, il contient des obligations de surveillance dans le chef des plateformes et des obligations de retrait sur demande soit d'un citoyen, soit d'une autorité lorsqu'il s'agit d'un contenu illicite. Le DSA, qui a fait l'objet d'un accord entre le Conseil et le Parlement et qui va être adopté très prochainement, ne définit pas ce qu'est un contenu illicite. Il faut avoir recours à des instruments spécifiques qui définissent ce qu'est un contenu illicite, et la mise en œuvre de son retrait se fera alors via le DSA. Alors pour l'instant, nous avons un règlement sur le contenu terroriste en ligne qui oblige à retirer oblige les États membres à faire retirer les contenus terroristes en ligne. Nous avons également des dispositions en matière de pédopornographie et un projet qui a été déposé par la Commission
d'étendre également à ce qu'on appelle les Eurocrimes, donc les crimes européens, puisque pour avoir des dispositions européennes en matière de criminalité, il faut une base juridique figurant dans le traité qui couvre les infractions et les crimes en question. La Commission a proposé d'étendre la liste des crimes européens au contenu en ligne et au discours de haine, au discours de haine et aux propos haineux sur Internet. On pensait que ça allait passer comme une lettre à la poste, mais il y a quelques difficultés avec 2 États membres au sein du Conseil. Donc une fois que ce dossier sera réglé, l'Union européenne pourra légiférer sur le sujet et donc ça deviendra un contenu illicite en ligne dont le retrait pourra être demandé par le biais des principes figurant dans la directive Digital Services Act. Donc vous voyez, c'est toute une articulation entre différents éléments. L'articulation n'étant pas toujours facile et la cohérence entre les différents éléments, les différents instruments n'étant pas toujours facile à coordonner, notamment parce qu'il y a différentes sensibilités. Déjà, la sensibilité des États membres et la sensibilité du Parlement européen, mais également au sein des États membres et donc au sein du Conseil ou de la Commission, les différents intérêts particuliers selon les secteurs qui sont en charge des matières en question. Donc, par exemple, dans le DSA, c'est le Conseil qui a réussi à imposer sa position selon laquelle il ne devait pas y avoir d'obligation générale de contrôle pour les plateformes, donc des contenus illicites. Il y a une obligation de surveillance générale, mais il n'y a pas une obligation générale de contrôle. Vous pensez bien que du côté justice, dans lequel je travaille, on aurait préféré qu'il y ait une obligation générale de contrôle, puisque ça permettrait de détecter davantage de contenus illégaux. Mais en matière de droits fondamentaux, un contrôle général des contenus sur Internet est quelque chose qui ne passe évidemment pas. Ceci dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, la mise en œuvre pratique du DSA se fait par des législations sectorielles, donc terrorisme, pédopornographie, discours de haine. Et là, ces législations sectorielles peuvent imposer des obligations de contrôle ciblées par rapport à ces situations, avec éventuellement des systèmes d'intelligence artificielle qui pourraient détecter plus facilement les contenus en question. Alors, en ce qui concerne la prise de preuve électronique, donc le premier règlement dont j'ai parlé, un système informatique est développé au sein de la Commission européenne avec l'aide des États membres qui s'appelle e-Evidence Digital Exchange System, qui est basé sur la technologie e-Codex, qui a été développée dans le cadre du groupe de travail e-Justice. Là, on aura évidemment besoin des experts, parce qu'il ne suffit pas de demander à une plateforme de nous transmettre les éléments de preuve électronique qui se trouvent hébergés quelque part. Encore faut-il pouvoir d'abord les transmettre aux autorités. Donc là, on a ce système informatique qui est en développement. Mais ensuite, il faut pouvoir les ouvrir, il faut pouvoir les lire. Il faut également que l'expert puisse expliquer aux parties, aux magistrats, comment il a décrypté le matériel informatique, comment il l'a ouvert, comment il l'a lu, s'il a tout lu, s'il a pu tout ouvrir, s'il y a des éléments qui manquent ou bien si sa lecture est exhaustive. Il faut pouvoir respecter les droits de la défense et donc expliquer aux parties et à leur conseil
le processus d'expertise et de lecture des éléments en question. Lorsqu'il s'agit d'un dossier papier, si les éléments matériels n'ont pas été pris en compte par l'expert et que les parties, l'avocat, le magistrat s'investissent dans la lecture du dossier qui peut être volumineux, on peut retrouver des éléments qui n'ont pas été lus. Si la clé de lecture des éléments informatiques n'est pas compréhensible ou utilisable par les parties, ça pose évidemment des problèmes de droit de la défense. Et la mise en œuvre de ce système, donc e-Evidence Digital Exchange System, plus les éléments techniques de lecture des preuves saisies, font l'objet de pas mal de discussions et de débats avec les représentants des avocats au niveau européen, puisque ça devient un élément clé dans les procès à venir, une fois que ce règlement sera entré en vigueur. Alors, je vais peut-être garder pour le prochain entretien le projet de réglementation sur la numérisation de la justice et les problèmes que cela pose. Parfait, merci M. Pilette pour votre première intervention et pour ces premiers éclaircissements sur les travaux et les projets en cours au niveau européen.